Je ne sais pas si... Oui, on m'entend, c'est bon. Ça marche. Donc voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui, merci pour cette introduction très précise. Donc je vais vous parler des premiers papiers industriels et des problèmes. Mais ça se peut que je m'assieds au bout d'un moment. Je vais commencer debout. D'accord, comme ça va ? Donc voilà, donc c'est étant scientifique, comme tout travail scientifique, et le fruit en fait de collaboration avec des collègues, des chercheurs, des professeurs. Donc j'ai mis ici, en fait, c'est pas uniquement mon travail à moi, c'est un travail collaboratif en partenariat. Et donc toutes les deux premières lignes, en fait, ce sont nos doctorants et post-doctorants et masters, donc étudiants en master. Et ensuite, ce sont les collaborateurs de l'Université Cergy-Pontoise, Odile Fichet et Isabelle Fabre-Franck qui ont collaboré donc, pour le projet. Gérard Morta de Grenoble, de l'INP, anciennement l'École française de papeterie. Et Hervé Cheradam, qui est un polymériste qui travaille maintenant dans une start-up, qui s'appelle Polyterragène. Donc voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais devoir quand même appuyer sur le... Alors, qu'est-ce que le papier ? Question très prosaïque. Alors, vous savez tous ce que c'est que le papier. On va dire que c'est une matière faite de fibres végétales qui vont être réduites en pâte, étalées en couches fines et séchées. Donc ici, je vous ai mis deux images au microscope électronique à balayage d'un papier, donc en vue zénitale et en coupe transversale, d'un papier de 1946. Donc on voit bien en fait les fibres écrasées et un peu l'état morphologique des fibres. Et chaque papier en fait a son état morphologique un petit peu différent. Ici on voit un papier qui est fait de fibres de coton uniquement, 100%, et on voit vraiment la différence qu'il y a entre les deux types de fibres. Alors, pourquoi cette différence ? Eh bien parce que le papier, c'est un matériau qui a su se métamorphoser en fonction des contextes historiques, socio-économiques, pour satisfaire toujours une demande croissante, une demande exigeante, une demande spécifique, et qui ne tarit pas finalement à l'époque du numérique. On se rend bien compte que le papier est une nécessité et c'est vraiment un matériau qui est indispensable. Alors c'est un matériau aussi qui est plus que 2 fois millénaire. Ici je vous ai mis un exemple d'objet qui nous est arrivé au laboratoire. C'est un objet qui provient d'un site archéologique en Mongolie, à Golmod, et qui a été excavé d'une tombe d'Apara, qui était visiblement c'est cette civilisation Xiongnu qui a vécu du 3e millénaire avant, du 3e siècle avant notre ère au 3e siècle après notre ère. Et en excavant cette tombe, on a trouvé donc des objets et on a pu reconstituer que c'était une tombe de quelqu'un de très important. Et donc ils ont reconstitué ce char d'Apara avec un parasol. Et le petit bout qu'on voit, en fait, c'est un morceau de baleine du char d'Apara. Donc c'est avec un petit cabochon en bronze. Et donc pourquoi on l'a eu au laboratoire ? Parce qu'il y a un petit morceau qui ressemble à du papier. Et on voulait savoir, en fait, les conservateurs du musée Guimet voulaient savoir si c'était vraiment du papier. Et c'est du papier. On l'a examiné, ça ressemble bien à du papier. Daté, donc, un des plus vieux papiers archéologiques, puisque les plus vieux sont datés, en tout cas les restes qu'on a, c'est 2e siècle avant notre ère. Donc ici, on n'est pas exactement, mais à peu près dans cette période-là. Et il est il était extrêmement bien conservé, malgré qu'il était en contact avec un métal. Donc c'est vraiment les conditions de conservation dans la tombe qui ont fait que ça s'est conservé. Bon, le reste du char était en moins bon état, mais en tout cas, ça a permis de faire des reconstitutions intéressantes. Alors cette longévité, le papier, le doit à ses nombreuses qualités. Alors le papier, pour la plupart d'entre nous, c'est une commodité, c'est banal, le papier, tout le monde connaît ça. Mais c'est justement ces qualités, en tout cas à mon avis, de simplicité, de modestie, qui en font un support, un véhicule matériel, idéal, créatif, imaginatif, vraiment très puissant. Ici j'ai une autre image aussi, j'aime bien montrer celle-là et celle-là, donc
qui est une carte postale de Yoko Ono. Donc c'est vraiment, pour moi, ça représente un petit peu tout le potentiel créatif et poétique du papier. Alors le papier, c'est aussi un bel exemple de longévité, de soutenabilité. Alors la soutenabilité, c'est un mot qu'on aime beaucoup au Muséum d'histoire naturelle. Mais outre son composant principal, qui est la cellulose, on verra, les papiers qui étaient fabriqués au Moyen-Âge sont aussi différents des papiers du 19e siècle que les papiers du 19e siècle sont différents entre eux finalement. Donc c'est le papier, la technologie, je ne vous apprends rien ici. En Europe, c'est développé à partir du XIIe siècle. Là, c'est des images que j'ai prises au moulin du Verger, à Angoulême. Donc c'est la technologie qui a très très peu changé tout au cours, on va dire, du XVIIIe siècle. Évidemment, il y a eu des améliorations, les moulins se sont agrandis, se sont sophistiqués, mais finalement, la technologie est restée la même. Et donc, on voit ici la pile à mailler, par exemple, dans le moulin de M. Bréjou, et le puiseur, donc enfin l'ouvreur qui va puiser avec la forme, le papier dans la cuve et former la feuille de papier. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, cette fabrication est artisanale, elle est feuille à feuille. On prépare une feuille à la fois, comme vous savez. Deuxième caractéristique, je ne sais pas pourquoi ça avance pas. Deuxième caractéristique de ces papiers médiévaux, ça va être la matière première. Exclusivement, c'est du chiffon. Troisièmement, ça va être l'encollage. Donc l'encollage, c'est ce qui permet au papier de pouvoir être un support d'écriture ou de dessin. L'encollage, c'est de la gélatine mélangée à de la laine. Donc si je vous ai mis des représentations des images que vous connaissez par cœur, qui proviennent donc de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, avec la salle à ouvrer, enfin la papeterie, la cuve à ouvrer, et la salle de la colle où on voit l'ouvrier qui trempe les poignées de feuilles de papier après formation de la feuille, donc dans la cuve. Alors ces papiers sont très stables, ils sont très permanents. Et c'est toute la différence en fait avec ce qui va se passer par la suite. C'est qu'au XIXe siècle, on a besoin de plus de papier, la production doit augmenter, on a un problème de productivité. Il va falloir inventer en fait des nouveaux moyens de produire du papier plus vite et plus grand et plus de papier. Donc ça va être un premier verrou qui va sauter au XIXe siècle. Ça va être celui de la production du papier en continu, sous forme de grands rouleaux et non plus de feuille à feuille. Alors ce verrou, il saute, comme vous savez, à la fin toute fin du XVIIIe. La première machine, on dit la première machine de production en continu du papier, donc à grande étendue, c'est celle de Nicolas Louis Robert, où donc on a amené également, donc de la même façon, comme dans la cuve à ouvrir, on amène la pâte dans la cuve, mais la pâte est projetée sur une planchette en bois, et la planchette en bois est connectée avec une toile métallique, et la toile métallique, on la fait avancer avec des petites manivelles. Et donc on arrive à tirer comme ça des feuilles qui font jusqu'à 10 à 15 mètres. Plus on ne peut pas parce que c'est en bout de machine, il y a des feutres qui vont essorer un petit peu, mais c'est quand même un papier qui est humide, donc il n'y a pas une résistance énorme pour pouvoir tirer des feuilles plus longues. Donc ça va être les premiers essais. Malheureusement, ça n'a pas été breveté en France, et la machine va être reprise en Angleterre sous le nom de machine Fourdrinier. Et cette machine va être perfectionnée, va être mise au goût du jour et va être agrandie. Alors c'est grosso modo en 1805 que le brevet Fourdrinier va être déposé en Angleterre, et à partir de ce moment-là, ça va vraiment se développer, et ces machines vont être vendues tout à travers l'Europe. En 1825, elles sont à peu près partout en Europe et aux États-Unis. Et une amélioration supplémentaire qui aura lieu vers 1850, ça va être qu'on va pouvoir enrouler. Donc la machine a exactement le même principe que celle de Nicolas Le Robert, sauf qu'elle est un peu plus grande. On va pouvoir enrouler en fin de machine sur une bobine. Donc ça, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est une avancée importante justement pour l'imprimerie. Donc ici, je vous ai mis les machines comme on les connaît à l'heure actuelle, donc en 2020. C'est la même chose, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Ça fait parfois des centaines de mètres de long.
Et ici, justement, c'est une de ces bobines qu'on dit bobine mère. Donc, c'est la première bobine qui sort en fin de machine à papier, donc qui va être quand le papier est formé et séché. Alors, le deuxième verrou, donc ça, c'était vraiment pour produire en continu. Ça va être évidemment, si on produit en continu, il faut aussi de la matière première. Donc, le chiffon ne suffit plus. Il y a eu quelques essais auparavant, et on a vu un bel exemple d'ailleurs cet après-midi au musée de l'imprimerie, où il y avait un petit livre où vous montrez des feuilles de papier faites avec des chiffons mélangés avec d'autres types de fibres, toutes sortes de fibres. Mais en fait, l'utilisation qui vient à l'esprit en premier, c'est le bois. Le bois, c'est une ressource naturelle, et on en a partout. Mais on ne sait pas comment utiliser le bois à l'époque. On a déjà eu l'idée au XVIIIe siècle de l'utiliser, mais on ne sait pas comment produire le bois. Donc ça, c'est le deuxième verrou. Au XIXe siècle, on va aussi avoir d'autres méthodologies pour l'encollage du papier. Donc l'encollage, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour pouvoir faire en sorte que le papier soit moins hydrophile et puisse recevoir les encres d'imprimerie ou autre. La colophane, c'est la résine de pin, donc c'est un résidu de distillation de la résine de pin qui est utilisé, donc c'est principalement des acides résiniques, c'est un matériau qui est très, très acide. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre ce produit directement dans la cuve. Donc auparavant, on devait utiliser la gélatine, la feuille est formée, après la formation, le séchage, on encolle à la gélatine. Là, on va pouvoir directement mettre l'encollage dans la cuve et ça fait un gain également de temps. Et dans la fabrication industrielle, on rajoute aussi des charges, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Souvent, ça va être du silicate d'aluminium, c'est souvent du kaolin au XIXe siècle, qu'on retrouve dans les papiers. Ça va avoir plusieurs fonctions. Ça va permettre de mieux imprimer, ça augmente l'opacité et ça augmente aussi la blancheur. Donc ça permet de pallier à certains mauvais côtés en fait, des pâtes de l'époque. Alors les procédés de mise en pâte, évidemment, ils vont évoluer très rapidement à cette époque, en même temps que tout ça. Et les premiers en fait, qui vont être mis au point, ça va être en 1845. L'utilisation, en fait, des premières machines, un petit peu plus tard, ça va être le premier brevet qui va être utilisé, pour vraiment faire en sorte que à partir du bois, on peut faire de la pâte à papier. Donc on va écorcer, broyer des rondins de bois préalablement écorcés avec de l'eau sur des meules. Et on va produire comme ça une pâte qu'on appelle une pâte mécanique, mais où vraiment il n'y a aucune purification du matériau, à part l'écorce, aucune purification préalable du matériau. Donc on retrouve dans ces papiers de pâte mécanique vraiment tous les ingrédients, enfin tous les composés qu'il y a dans le bois. Alors actuellement, c'est plus ça c'était les premières pâtes mécaniques sur meule. Actuellement, on utilise plutôt des défibreurs à disque, puisque les pâtes mécaniques sont évidemment toujours utilisées largement encore aujourd'hui pour faire notamment les papiers journal. C'est un exemple de machinerie de production en 2020. C'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus grand. Alors la pâte mécanique, les fibres sont assez courtes et rigides. Et il y a encore de nombreux agrégats qui persistent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première image que j'ai montrée avec du microscope électronique en vue zénitale, on voyait quand même des agrégats de fibres, des amas, un aspect en fait qui n'était pas très bien. Les fibres n'étaient pas très bien isolées les unes aux autres par rapport à la deuxième image que j'ai montrée. Alors, les procédés vont évoluer et les pâtes mécaniques étant un peu décevantes au niveau qualité, en fait, l'aspect un peu hétérogène et jaunâtre, on commence à développer un peu plus tard des procédés chimiques. C'est-à-dire le but du procédé chimique, ça va être vraiment de purifier les fibres de cellulose de la matrice du bois. Donc, principalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éliminer la lignine. À 90% par cuisson, on élimine la lignine du bois et on arrive à individualiser sans les abîmer les fibres cellulosiques. Alors les premiers procédés, ça va être les procédés à la soude vers 1854.
Alors ça donne une pâte qui est... donc ici, je vous ai mis des images qui montrent les lessiveurs. En fait, c'est dans ces grandes cuves où on mettait les produits chimiques avec de l'eau sous pression, à haute température, pour défibrer en rajoutant donc les réactifs chimiques. Donc dans ces pâtes, en fait, on a très peu de... Donc ça, c'est... Ouais, ça, je vais revenir en arrière. C'est pareil. On a des pâtes qui sont quand même très brunes. Parce que la lignine, même si on l'a enlevée, on l'a transformée, qui fait que le petit résidu qui reste donne une coloration extrêmement brune au papier. Donc c'est toujours pas un aspect très très intéressant. Donc un petit peu plus tard, plutôt que rajouter une base comme la soude, on va utiliser des acides. Et c'est le procédé qu'on dit d'ajout d'acide au procédé bisulfite qui va donner, donc vers 1867, qui va permettre de purifier la lignine partiellement et qui donne une pâte un petit peu plus claire. Donc ça va être vraiment un procédé qui va être privilégié à cette époque-là. Donc ça, c'est l'image d'une machinerie de production de pâte Kraft à l'heure actuelle. Bon, la pâte Kraft, ça va être un peu l'évolution de la pâte, les procédés à la soude. On va utiliser des produits alcalins. Et c'est actuellement, le procédé Kraft, c'est 90% de la production de papier dans le monde, c'est vraiment le procédé Kraft à l'heure actuelle. C'est plus tellement les procédés au bisulfite qu'on gardait pour des pâtes de spécialité. C'est vraiment le procédé qu'on utilise à l'heure actuelle. Alors, étant donné que les papiers de pâte mécanique ils sont peu résistants, ils jaunissent rapidement, on va essayer d'optimiser les procédés de mise en pâte mécanique. Et petit à petit, donc on commence à utiliser la température et la pression pour mieux individualiser les fibres, mais tout en gardant quand même un bon rendement, parce que c'est quand même l'avantage de ces pâtes mécaniques, c'est qu'on n'a aucune perte de matière, puisqu'on garde tout ce qu'il y a dans le bois. Donc on ne veut pas, par des procédés chimiques, enlever, en fait, perdre ce rendement. Donc on met un petit peu de température pour mieux individualiser les fibres. Et ensuite, on propose d'autres procédés, en rajoutant un petit peu de soude aussi à haute température aussi, pour aussi avoir quelque chose qui a un aspect un petit peu plus de meilleure qualité que la pâte purement mécanique de meule. Alors en 1885, la pâte mécanique, c'est vraiment la première pâte pour produire le papier journal. Ça va être vraiment utilisé, et c'est encore à l'heure actuelle utilisé pour ça. Alors quant aux pâtes, les pâtes soude et Kraft, elles ont des bonnes propriétés de résistance mécanique. C'est l'avantage par rapport aux pâtes mécaniques, justement. Elles ont une meilleure résistance, mais elles sont très brunes. Ici, je vous ai mis une image avec différentes pâtes. Tout en bas, c'est une pâte Kraft qui est non blanchie, donc en sortie de cuisson. Vous voyez qu'elle est quand même très très brune. Donc très longtemps, en fait, ce procédé est resté utilisé pour faire des papiers d'emballage. Par exemple, ce qu'on appelle les enveloppes Kraft, c'est justement la couleur qu'on a en tête, c'est vraiment parce que c'était utilisé directement sans blanchiment en sortie de cuisson. Tandis que la pâte au bisulfite, ça donne quelque chose de plus clair et utilisable éventuellement directement si on mélange avec du chiffon par exemple ou d'autres matières. On peut arriver à avoir quand même un produit qui est beaucoup plus satisfaisant. Donc ça va être vraiment le procédé qui va être chimique le plus courant entre 1890 et 1837. Donc c'est celui qu'on retrouve le plus souvent à cette époque-là. Qui plus est, maintenant on sait bien blanchir les pâtes Kraft. À l'époque, on n'arrivait pas très bien. Et maintenant, on sait bien aussi recycler tous les effluents, ce qu'on ne savait pas faire à l'époque. Donc c'est pour ça que le procédé Kraft a pris le dessus par rapport à cette époque. Alors ces images qui sont familières pour vous, je pense, d'archives, les archives municipales, départementales, autres, regorgent de documents, différents âges, différentes compositions, différents états de conservation. Alors si les pâtes chiffon ici, celles-ci à gauche, sont en général de bonne qualité, ici j'ai mis un herbier qu'on a au muséum qui est vraiment
très très belle qualité. À côté, un ouvrage du XVIIIe siècle qui est en beaucoup moins bon état de conservation, qu'on utilise un petit peu comme notre cobaye au laboratoire, et qui montre beaucoup de taches de foxing. Mais grosso modo, c'est quand même des papiers qui nous sont parvenus en bon état. Ils se tiennent très bien et ils gardent des propriétés mécaniques très importantes comparées justement à ces papiers plus récents. Ici, on a des papier journal, on voit les états de conservation parfois assez désastreux. Et la cause, en fait, de ça, c'est vraiment la présence de lignine dans ces pâtes, puisqu'elle est entièrement, elle n'a pas été purifiée, et la colophane à lin, qui est aussi une source de... Enfin, surtout la lin, qui était utilisée parfois en excès dans les cuves, qui sont des sources d'acidité importantes et qui sont vraiment le problème de ces premiers papiers industriels. Alors pourquoi pourquoi l'acidité? Quel rapport avec la fragilité? Donc ici, j'ai remis l'image de notre papier de coton. Et si on zoome, donc ici c'est un petit schéma en fait qui montre, si on zoome à l'intérieur de la fibre, on a une structure, en fait la fibre est structurée en faisceaux plus petits, qu'on appelle les microfibrilles. Elles-mêmes, les microfibrilles sont des faisceaux de molécules de cellulose. La cellulose, c'est en fait un enchaînement de glucose. C'est un polymère, le biopolymère le plus abondant sur Terre. Hein, c'est vraiment, il y en a dans toutes les plantes, il y en a partout. Donc voilà, les petits losanges là, ça représente des glucoses. Et ce polymère, en fait, le nombre moyen de glucose, donc on appelle pour un polymère, l'unité de base, c'est le monomère. Donc ici, le nombre moyen de monomères de glucose dans les chaînes de cellulose qu'on trouve dans un papier de bonne qualité, ça va être grosso modo entre 2000 et 3000. Bon, il y a des chaînes plus petites, il y a des chaînes plus longues, mais la majorité des chaînes se trouvent à peu près dans cette zone-là, et ça, c'est un papier de bonne qualité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le degré de polymérisation, puisque c'est un enchaînement de monomères. Alors, le rapport avec les propriétés mécaniques, c'est que le mécanisme de dégradation principal des fibres de cellulose et des molécules de cellulose, c'est l'hydrolyse acide. L'hydrolyse acide, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle va découper en fait ces molécules, ces longues molécules, ces longues chaînes, elle va les découper en morceaux, ce qui fait qu'on va avoir petit à petit, au fur et à mesure de la dégradation et du vieillissement du papier, des chaînes de cellulose qui vont être de plus en plus courtes. Alors on sait par exemple qu'autour d'un degré de polymérisation de 800, on commence à avoir 800 monomères dans les chaînes en moyenne, et ben c'est une valeur critique, parce que c'est la valeur à partir de laquelle les propriétés mécaniques vont commencer à chuter de façon significative. Avant ça, donc sur toute la plage de 2000, 3000 jusqu'à 800, ma foi, les propriétés mécaniques, elles restent à peu près identiques. Tout d'un coup, elles vont commencer à chuter. Donc c'est vraiment le moment où on se dit, quand on atteint ces valeurs-là, il faut faire quelque chose avant que ça dégringole. Et on sait aussi par ailleurs que quand on arrive à 200, 300, le papier est déjà devenu très très fragile. Donc c'est là qu'on a le papier qui se casse. C'est quand la molécule de cellulose est arrivée à ce degré de polymérisation-là. Et c'est ce qu'on appelle donc, finalement la fin de vie utile du papier, parce qu'on ne peut plus vraiment ni le manipuler, ni en faire quoi que ce soit. Donc il y a un lien entre propriétés chimiques, dégradation par l'action des acides, et propriétés mécaniques. Et c'est ce qui va nous intéresser. Alors une des premières études documentées sur l'acidité, le problème en fait, l'étendue du problème dans les bibliothèques, et dans les bibliothèques notamment ici, parce que c'est une étude qui a été faite à la bibliothèque du Congrès par William Barrow, qui est un des premiers chimistes qui a commencé à s'intéresser à ces problèmes, et qui a étudié donc les collections. Son mandat, c'était de voir un petit peu l'état des lieux, faire un état des lieux des collections de la bibliothèque du Congrès. Et donc il a fait vraiment une étude très très complète. Ici, j'ai sorti quelques graphiques un peu significatifs, parce qu'ils montrent, donc avec l'âge du papier, l'évolution du pH. Alors le pH,
J'ai mis un petit pense-bête parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Mais le pH, bon, c'est juste une échelle qui permet de mesurer l'acidité, la basicité ou la neutralité d'une solution aqueuse. Donc on peut mesurer le pH du papier en faisant un extrait à queue en fait, des acides ou des bases, hein, s'il y en a, du papier, et en mesurant, donc, comme on fait dans une solution aqueuse. Donc ici, on voit que en fonction du temps, en fait, plus on avance, plus on se rapproche en fait. Et à l'époque, bon, c'est l'époque contemporaine pour lui, hein, 1950, plus les papiers sont acides, en fait. Et il a relié ça avec différentes propriétés mécaniques. Ici, j'en ai mis une qui est la résistance au pliage. La résistance au pliage, c'est... Là, je pense que dans ce cas-là, il a simplement pris des échantillons et regardé combien de fois on pouvait plier le papier avant qu'il se casse. Le nombre de fois, en fait, le nombre de plis qu'on pouvait faire avant qu'il se casse. Et donc, on voit qu'il y a quand même une relation aussi assez intéressante entre ces papiers dont le pH est très acide et leur état de fragilité qui chute de façon assez importante. Alors ça, c'est une autre étude un peu plus récente, donc en 1988, les archives de La Haye. Même type de survey, si on peut dire, d'état des lieux de la collection, donc entre 1800 et 1980, où il montre bien, il a regardé également le nombre de fois qu'on peut plier le papier avant qu'il se casse, où il montre bien en fait que à partir de 1840 jusqu'à 1910, grosso modo, ces collections-là sont celles qui sont vraiment les plus fragiles. Ils ont la proportion en fait de documents fragiles la plus importante. Donc fragile, faible, ce qu'il appelle weak, là où il définit ça comme un nombre de plis entre 6 et 19, et fragile, c'est-à-dire que quand le nombre de fois qu'on peut plier est inférieur à 6, et ça c'est vraiment le dépassement en fait, de la vie utile du papier, ça devient des papiers qui sont incommunicables. Donc là on a le problème de l'accès, en fait, qui est une notion qui est très très chère aux archives. Pouvoir donner l'accès aux documents, là on a avec toutes ces collections-là un problème d'accès qui devient assez important. Même chose ici, plus récemment, à la Bibliothèque royale du Danemark. Donc ici c'est aussi des mesures d'acidité. 1,3 million de documents qui ont été étudiés. La grande majorité, 93%, sont acides. La même gamme la même collection entre 1800 et 1985. Donc on voit un petit peu, ici j'ai mis le pH à 7 pour montrer tout ce qui est acide en dessous. Donc on voit un petit peu l'étendue du problème. Alors un des premiers traitements et l'un des plus anciens, en fait, une méthode utilisée depuis très longtemps pour remédier à ce problème, c'est la désacidification. Les papiers sont acides, donc on va les désacidifier. Alors c'est très simple, hein. On utilise un additif alcalin en solution qui va permettre d'extraire l'acidité du papier, neutraliser, mais aussi ce qu'on appelle déposer une réserve alcaline, c'est-à-dire qu'on met un excès d'alcalin par rapport à l'acide, ce qui va permettre de laisser quelque chose qui est un tampon, en fait, qui va permettre au papier de réagir petit à petit en fonction qu'il va former ou absorber des acides de l'atmosphère, hein, parce que l'acidité vient aussi des polluants, par exemple, va pouvoir réagir et être plus stable. Alors c'est déjà Barrows à la Bibliothèque du Congrès qui a, dans les années 1940, proposé ces solutions-là, et c'est encore les mêmes qui sont utilisées dans les ateliers de restauration à l'heure actuelle. Ça va être des sels de type hydroxyde de calcium dans de l'eau, ou alors du bicarbonate de magnésium. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on utilise un petit peu plus la nanotechnologie. Donc on a vu apparaître au début des années 2000 l'utilisation de nanoparticules, d'hydroxyde de calcium par exemple, pour désacidifier de façon plus efficace. Mais le principe reste le même. Alors ça c'est très bien quand on a un document, qu'on a une gravure ou une œuvre graphique, une feuille qu'on va désacidifier. Maintenant, quand on a des collections à l'échelle de bibliothèques et d'archives, des kilomètres linéaires de documents, on ne peut pas se permettre de faire un traitement feuille à feuille, un par un. Donc on va faire des traitements industriels à grande échelle, ce qu'on appelle la désacidification de masse. Donc là, on va utiliser des composés organomagnésiens
souvent dans les solvants non aqueux, parce qu'on utiliser de l'eau pour beaucoup de médias graphiques, ça pose problème. Et ça ne peut surtout pas se faire tellement à grande échelle. Donc ici, je vous ai mis des images de traitements en fait, qui sont proposés en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Donc nitrochimie en Suisse, on voit ces énormes réacteurs. Donc on amène des cartons entiers. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir à trop présélectionner en amont. Donc on sait déjà les collections qu'on veut désacidifier. On amène tout et on met ça dans le réacteur sous vide et on injecte le produit. Et de la même façon, en Allemagne, chez Battelle, c'est les mêmes principes. Les Américains ont mis au point un système un petit peu différent où on a une dispersion en fait, d'oxyde de magnésium, c'est comme un lait, hein, où on trempe les livres et on les met en éventail pour qu'ils arrivent mieux à absorber ces particules-là, puisqu'elles sont pas vraiment, c'est pas vraiment en solution. Alors évidemment, on parle de désacidification, mais il y a d'autres actions de préservation que tout le monde connaît très bien, qu'il faut mentionner, qui sont très importantes, qui sont notamment la régulation du contrôle climatique, des vitrines, des salles d'exposition, des réserves, des magasins. C'est la première chose en fait, qu'il faut faire pour éviter une dégradation trop rapide des documents sur papier. Donc température, humidité, mais surtout la stabilité de ces deux paramètres, parce que c'est un peu les fluctuations qui vont faire bouger en fait les acides dans le papier aussi et qui vont augmenter la vitesse de dégradation. Filtration des polluants atmosphériques, parfois dans certaines archives, on a des systèmes qui permettent de filtrer les composés azotés, par exemple, qui sont maintenant très présents dans l'atmosphère. Éventuellement des systèmes qui vont permettre d'absorber les composés organiques volatiles, qui deviennent aussi parfois un problème important dans les archives, voire dans les cas les plus sophistiqués, on va dire, faire de l'anoxie, c'est-à-dire présenter, donc là on a l'exemple de la carte Waldseemüller, la bibliothèque du Congrès, et la carte Buell, qui sont présentées dans un espèce d'environnement étanche finalement, où rien ne rentre, rien ne sort, tout est contrôlé, et c'est sous anoxie, donc on a un flux d'azote qui évite en fait, qui enlève complètement l'oxygène. Donc ça, ce sont les mesures, quand on a beaucoup d'argent, qu'on arrive à faire pour les objets très 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 précieux. Donc ça, ce sont des solutions qui existent, hein, ça dépend de l'énergie et des budgets qu'on a à y mettre. Mais en tout cas, pour eux, c'était des objets suffisamment importants, et bon, c'est quand même la bibliothèque du Congrès, donc ils ont les moyens, pour justifier ça. Ils ont mis ça au point avec le NIST, donc le National Institute for Standards and Technologies, qui leur a permis donc, de faire ce système-là. Bon, évidemment, il faut parler aussi du transfert de support. C'est aussi un moyen de préservation, non pas matériel, mais immatériel, enfin dématérialisé, on va dire. Mais c'est quand même un moyen aussi de pérenniser, ça se discute aussi, mais l'information en tout cas sur le support. Alors l'efficacité, la désacidification de masse. Alors il y a des plus et il y a des plus ou moins selon le procédé. Alors les plus, c'est évidemment que le pH est bien remonté, donc on atteint un but, hein, en utilisant des composés alcalins, dans les solvants organiques, on remonte bien le pH du papier, on dépose une réserve alcaline adéquate, pas de problème, donc le papier est bien stabilisé. La plupart du temps, on utilise des solvants organiques qui vont être compatibles, donc ça va être des solvants non polaires, comme l'hexaméthyldisiloxane par exemple en Suisse et en Allemagne, donc qui vont éviter de faire fuser les encres ou les autres médias souvent rencontrés plutôt dans les documents d'archives que de bibliothèques d'ailleurs. Alors le plus ou moins, c'est la distribution des particules, parce que pour avoir une efficacité idéale, on peut imaginer, ici j'ai tiré ça d'une publication, mais il faut vraiment que les particules en question soient bien distribuées sur la fibre, parce que la fibre, ce n'est pas une solution aqueuse, c'est solide, c'est physique. Donc il faut vraiment que la distribution soit idéale pour qu'elle puisse
être efficace, c'est-à-dire neutraliser l'acidité là où elle est produite, au moment où elle est produite. Donc c'est vraiment la distribution. Et ça dépend des procédés, ils le font plus ou moins bien. Ensuite, les composés qui sont utilisés, souvent les organomagnésiens sont réputés favoriser le jaunissement. Qu'on observe souvent, on dit, bon, après les acidifications, les papiers sont plus jaunes. Pour la distribution des particules, j'ai mis ici des images. Il y a deux procédés différents. Donc, en haut, c'est un procédé à sec, qui est un procédé un peu comme le procédé Bookkeeper, donc avec de l'oxyde de magnésium, mais à sec. Et on voit que, donc ça c'est une publication assez récente, hein, on voit que dans le... donc c'est une coupe transversale, toujours au microscope électronique à balayage. Et ben c'est surtout en surface en fait qu'on arrive à déposer les particules. Elles ne sont pas vraiment pénétrées dans le corps du papier. Alors que dans le deuxième cas, qui est le procédé Paper Save, ben on voit la coupe, toujours la coupe transversale, on voit vraiment la distribution. Hein, les points verts, en fait, ça représente le magnésium. Donc on a fait un mapping, une distribution de magnésium par dispersion de rayons X. Couplé à la microscopie électronique au balayage. Donc ça permet de voir, en fait, c'est tout ce qui est vert. Alors bon, on choisit la couleur qu'on veut, hein, ça c'est des fausses couleurs, mais ça permet de localiser en fait le magnésium dans cette section. Donc on voit qu'il est vraiment bien distribué. Donc ça c'est un bon point pour ce procédé. Alors la désacidification, c'est une mesure de préservation qui est largement validée, acceptée pour stabiliser le papier, évidemment en synergie avec les autres mesures de préservation dont je vous ai parlé. Et il y a un projet européen, il y a 5 ou 6 ans, qui a étudié un petit peu tous ces procédés et la stabilité de ces papiers qui avaient été désacidifiés il y a une vingtaine d'années, par exemple, et qu'on regarde à nouveau maintenant. Parce que les procédés dont je vous ai parlé, ça a commencé dans les années 90. Donc on commence à avoir un petit peu de recul sur ces procédés. Et ils ont estimé que la durée de vie utile du papier était multipliée par à peu près 3,5. Donc c'est quand même assez efficace. Combiné avec les méthodes, par exemple, de conservation à faible température, autour de 15 degrés, on augmente encore plus la durée de vie du papier. Donc ça, c'est vraiment important de combiner avec d'autres moyens. Alors les points négatifs, c'est qu'il faut vraiment plusieurs étapes, hein, et du coup ça coûte cher de désacidifier, en masse en tout cas. Il faut pré-sécher le papier, puisque ça se fait dans les solvants. Ensuite le traitement qui dure 1 ou 2 heures, donc ça c'est un schéma que j'ai pris d'une publication récente qui résume un petit peu toutes ces étapes. Après le traitement, il faut sécher, et ça c'est souvent long. Le procédé Paper Save, ça prend 24 heures. Et ensuite, il faut reconditionner le papier, parce que le papier, il faut le remettre dans la réserve. Il faut que petit à petit, avant de remettre dans la réserve, il est déjà repris en fait toute son humidité naturelle. Donc ça prend quand même assez longtemps. Il faut aussi que le composé qu'on rajoute ait le temps en fait de se transformer et devenir la réserve alcaline qu'on veut. Donc ça, c'est un point qui est ce qu'il est, mais qui pourrait peut-être être amélioré. Mais le problème, en fait, plus important de la désacidification, c'est qu'aucun des procédés ne renforce le papier. Donc on désacidifie, mais si le papier est déjà très fragile, il ne va pas être renforcé mécaniquement, donc on ne pourra toujours pas le manipuler, il sera toujours aussi incommunicable avant qu'après désacidification. Donc en fait, c'est une méthodologie qui est utile, efficace, mais il faut vraiment qu'elle soit utilisée en mode préventif. C'est-à-dire qu'on va choisir des collections qui ne sont pas encore très acides, qui ne sont certainement pas fragiles, et on va, de façon préventivement, leur donner la réserve alcaline dont elles ont besoin, si elles en ont besoin, si elles sont acides, pour qu'elles puissent être stabilisées. Mais en mode curatif, finalement, c'est une perte d'argent et de temps. Donc il y a des tas de collections qui sont hors jeu, si je peux dire, qui sont justement ces papiers lignocellulosiques qui sont devenus très fragiles. Donc c'est ces premiers papiers, collections de premiers papiers industriels qui vont être finalement, on n'a aucune solution pour ces papiers-là, finalement. Et ces papiers, c'est un pourcentage toujours croissant, hein, parce qu'ils continuent à se dégrader dans les réserves. Hein. Donc ça devient, maintenant on sait, fabriquer du papier stable, du papier permanent, mais ces collections sont toujours là et elles évoluent, donc elles n'évoluent pas forcément dans le bon sens.
Alors, quelles solutions pour leur conservation matérielle et quelles solutions aussi pour pouvoir les manipuler? Parce que pour faire de la numérisation, parfois, il faut renforcer, parce qu'il faut manipuler le document pour le numériser. Donc parfois, comme sur cette image, on voit que avant de faire une numérisation, il a bien fallu restaurer le papier pour pouvoir le numériser. Donc on a quand même des cas où la numérisation même n'est pas une solution. Donc il y a un réel besoin pour un procédé efficace de soutien, de renforcement des fibres cellulosiques qui seraient applicables en masse. Alors c'est l'idée qu'on a eue, d'essayer de trouver un procédé qui serait vraiment dédié à ces papiers qui sont un petit peu laissés pour compte. Donc on essaye de trouver quelque chose qui soit simultané, donc qui va apporter en même temps la désacidification et le renforcement. Et si possible, on va simplifier le procédé, on va essayer de faire quelque chose en one pot, donc en une seule opération. Donc ça, c'est nos buts. Et on a eu l'idée d'utiliser, c'est Hervé Sheridan notamment, avec qui on a travaillé au tout début, qui avait l'idée d'utiliser la chimie des siloxanes pour arriver à ce but-là. Alors, c'est la seule molécule que je vais montrer. Hein. Donc voici un aminosilane, donc on va l'appeler AM. Pourquoi on a choisi ces molécules? D'abord parce qu'elles étaient déjà utilisées, ces alkoxysilanes finalement étaient déjà utilisées pour différentes applications chimiques, pour la modification de surface. Et c'était aussi utilisé pour renforcer des fibres naturelles. Donc il y avait quelques applications qui existaient, mais dans des conditions qui étaient en dehors de la portée en fait, d'un document en conservation. On ne peut pas traiter quelque chose en le chauffant à 80, un papier en le chauffant à 100 degrés pour arriver à faire polymériser quelque chose dessus. Donc il faut vraiment travailler dans des conditions différentes. Mais on a pensé en fait qu'avec cette chimie, on arriverait peut-être à arriver à ce but. Donc l'intérêt de ces composés, c'est d'abord cette fonction-là, qui est une fonction amine. Donc c'est la fonction qui va permettre de désacidifier parce qu'elle est basique. Donc c'est ce qui va donner l'aspect désacidification. Et la fonction, donc siloxane, qui va, elle, permettre de faire un polymère. C'est-à-dire que quand on met plusieurs monomères, comme la M, ensemble, petit à petit, ils vont s'accrocher les uns aux autres. Ça va s'hydrolyser, ça va polymériser, condenser, c'est de la polycondensation, et former un polymère. Donc l'idée, c'est que ce polymère va pouvoir venir renforcer in situ les fibres du papier et lui donner aux fibres le soutien supplémentaire dont elles ont besoin finalement pour pouvoir être à nouveau manipulées sans se casser. Alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple. Donc on a soit la possibilité de le faire en solution, comme les procédés classiques, on va dire, ou en utilisant un spray ou un aérographe. Donc on va faire directement l'application sur le papier. Donc si j'en reparle plus tard, on va les appeler AAAS, pour simplifier, pour amino-alkyl-alkoxysilane. Donc amino pour la fonction amine, alkyl pour la fonction, le bras en fait qui va tenir l'amine, et alkoxysilane, donc c'est cette partie-là. Alors les premiers essais, donc on a ici un papier, à gauche un papier de coton, de belle fibre de coton, toujours au microscope électronique à balayage, une coupe transversale, et au milieu le même papier traité avec l'AM. Donc on a mis 10% d'AM en solution parce qu'on veut également ne pas mettre trop de polymère dans le papier, parce que le papier, il faut quand même que ça reste du papier, a priori, que ça ne devienne pas du plastique. Donc on s'est dit, on ne veut pas non plus augmenter le poids du papier de façon trop considérable, parce que dans les réserves, on ne peut pas se permettre d'avoir tout d'un coup 20% de poids en plus quand on a des kilomètres linéaires. Donc on en met assez peu, c'est un des critères. Et on voit donc la troisième image, c'est à nouveau donc, la cartographie du silicium. Cette fois, c'est en rouge. On voit où le silicium se situe sur la coupe transversale. On voit qu'il a pénétré. Donc simplement, ça c'est un traitement en immersion. Donc le produit a vraiment pénétré à l'intérieur du papier. Il s'est diffusé à travers les pores
et dans les espaces entre les fibres, et ça pénètre vraiment à cœur. Alors, l'AM en question, c'est un monomère qui va permettre de faire des polymères qui sont linéaires, donc des chaînes. Bon, cette chimie-là, elle est très versatile, on peut faire beaucoup de choses avec. Et on peut aussi utiliser d'autres monomères qui, eux, vont non plus faire des polymères linéaires, mais ils vont faire des réseaux, donc en 3 dimensions. Donc c'est évidemment un type de soutien un petit peu différent. En comparant les deux, il y a du pour et du contre pour les deux. L'un, le premier polymère linéaire, on s'est aperçu que parfois il n'était pas assez efficace. Et quant au réseau dense, parfois c'est trop dense. Et quand on a un papier qui est déjà fragile, si on rajoute un réseau qui est dense, on ne lui donne pas de la souplesse en fait. On augmente sa fragilité. Donc c'est pas non plus la solution idéale. Donc on a pensé de plutôt mélanger les deux pour combiner en fait les aspects positifs de chacun des monomères et faire une espèce de réseau qui serait un réseau souple, donc qui va donner au papier de la résistance, mais qui va quand même lui permettre de rester une fibre assez souple. Alors comment est-ce qu'on va mesurer l'efficacité du traitement? Donc là, on a beaucoup évidemment de moyens de le faire, mais je vous montre ça en particulier parce que les résultats que je montrerai après, c'est surtout basé sur la résistance mécanique, puisque on sait qu'on désacidifie, on l'a testé, ça marche bien. Ce qu'on veut vraiment tester, c'est que ça renforce. Donc on fait des essais soit de résistance en traction. Donc ici on a Nathan Ferrandin-Schoffel, qui est notre dernier doctorant, qui a mis l'éprouvette de papier là, entre les deux mâchoires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tire tout simplement. C'est un essai mécanique très simple, oui, de façon coaxiale. Et on va mesurer, donc ça permet de mesurer la résistance des fibres, mais aussi la résistance du réseau fibreux, donc des liaisons interfibres. Donc ça donne des informations assez intéressantes. Et le deuxième essai mécanique dont je vous ai parlé au tout début dans l'étude de la bibliothèque du Congrès, qui est la résistance au pliage, qui est un des essais auxquels on accorde beaucoup d'importance parce que c'est celui finalement qui est le plus parlant pour les conservateurs, parce qu'on dit on résiste 10 plis, tout le monde sait exactement ce que ça veut dire, on a plié 10 fois et ça a cassé. Donc, si on dit j'ai une résistance en traction de X kilonewtons par mètre, c'est beaucoup moins parlant. Donc on a gardé cet essai de double pli. Ici j'ai une petite image qui montre comment ça fonctionne. Donc on met l'éprouvette et puis on va appliquer finalement une contrainte de pliage et on va compter le nombre de fois avant que ça casse. Alors des fois c'est 2, des fois c'est 1000, ça dépend des papiers. Donc c'est une contrainte qui est à la fois une contrainte d'usure et qui combine les propriétés de flexibilité avec les propriétés de résistance en traction du papier. Donc c'est complexe comme contrainte, mais c'est quand même quelque chose de très parlant et que les papetiers utilisent également beaucoup. Alors quelques résultats obtenus avec des papiers modèles, parce qu'évidemment au début on travaille avec des modèles de papier de laboratoire. Donc la répartition, ça on avait vu avant dans l'image que j'ai montrée auparavant. Ici, c'est en jaune cette fois, le silicium à travers l'épaisseur d'un papier de coton. Donc on voit vraiment une bonne distribution, répartition homogène. L'alcalinité, on arrive facilement à avoir des pH de 8 ou 9 des papiers, donc on a atteint le but. Une réserve alcaline qui est adéquate. Donc, je vous ai mis des chiffres parce que c'est les chiffres en fait de la norme ISO 9706 pour la permanence du papier, donc qui recommande d'avoir une certaine réserve alcaline dans le papier pour qu'il soit dit permanent. Donc là, on atteint en fait on atteint le but. Et on a aussi une amélioration de la résistance en traction et de la résistance au pliage. Alors la résistance au pliage, ici quelques résultats. Pour un papier de coton, un papier le plus simple et un papier qui n'aurait franchement pas besoin d'être renforcé, il est déjà suffisamment résistant tout seul, mais ce sont nos essais de papier modèle. On augmente 14 fois en fait sa résistance au pliage, ce qui est assez considérable. Alors quand il est non encollé, donc un papier finalement, un papier buvard, un papier non encollé, c'est quand même un papier buvard.
S'il est encollé, ben là, on a un petit peu plus de mal. Et en fait, on s'aperçoit que quand les papiers sont encollés, ben, la pénétration du siloxane est beaucoup moins efficace. Elle arrive moins à rentrer, à pénétrer à travers les pores. On a quand même un uptake, hein, on a vraiment le papier prend, mais beaucoup moins à la même concentration qu'un s'il n'était pas encollé. Mais on arrive quand même à améliorer 3 fois la résistance au pliage. Un papier de pâte mécanique, résineux, non encollé, on arrive à multiplier 2,5 fois sa résistance au pliage. Et une pâte mécanique, donc ici le 3e, donc bisulfite de résineux, mais encollé à l'incolophane, on arrive quand même à multiplier par 4 sa résistance mécanique. Donc ce n'est pas négligeable. Bon, vous me direz, c'est des papiers neufs, donc c'est très bien, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on essaye d'obtenir. Donc on a vieilli, on a fait des vieillissements accélérés de ces papiers, de façon à arriver à une résistance au pliage faible et plus ou moins égale. Donc on a fait des vieillissements différents, mais pour obtenir le même résultat mécanique à la fin, de 15 double plis. Donc 15 double plis, c'est pas beaucoup. C'est un papier qui commence déjà, qui est à la limite de devenir très fragile. Dans ce cas-là, le papier de coton, on arrive toujours à le renforcer. On multiplie par 3. Le papier de pâte mécanique de résineux non encollé, bon, ben, on multiplie par 0,8, pas tout à fait par 1. Et en revanche, le papier de pâte mécanique vieilli et qui est encollé avec un peu de pâte bisulfite, ben, lui, on n'arrive pas à le renforcer. Donc on a quand même on se pose des questions. Et d'ailleurs, une des questions qu'on se posait, c'est qu'est-ce qui se passe finalement ? Est-ce que c'est pareil pour les papiers anciens ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes écueils ? Donc on a travaillé sur des papiers, on a directement travaillé sur des papiers anciens, enfin en parallèle. Et ici, c'est 2 exemples. Donc vous allez dire, j'aime beaucoup les images au microscope électronique, mais je pense qu'elles sont assez parlantes parce que c'est un livre de 1923 à gauche et de 1946 à droite. La différence entre les deux, c'est que le plus récent, c'est une pâte thermomécanique, donc il y a beaucoup de lignine. Et le 1923, lui, c'est un mélange de pâte mécanique, mais il y a aussi de la pâte bisulfite blanchie. Donc c'est finalement un papier qui est un petit peu moins délité. On voit les images, on voit les fibres qui sont très très délitées. Ici, on a presque une délamination du papier. C'est dans un état très laminaire. Ils sont tous les 2 acides. Alors, si on arrive à renforcer le papier de 1923, donc on arrive quand même à multiplier par 4 en traitant avec la M, ben pour le papier de 1946, on n'est pas arrivé, en fait, après traitement, à augmenter sa résistance mécanique. Il faut dire qu'il avait 0 double pli, ça veut dire que c'était vraiment le papier, on l'a mis dans la machine et il a cassé au premier pli. Donc c'est vraiment les papiers les plus fragiles qu'on peut imaginer. Donc là, on retrouve à nouveau l'écueil où on n'a pas réussi à renforcer ce papier. Donc répondre favorablement au traitement, donc ça va être les papiers lignocellulosiques acides, mais qui ont encore une certaine résistance mécanique, même faible, mais qui ont encore un peu de résistance mécanique. Et ceux qui sont récalcitrants, ben, ce sont finalement ceux qui sont en fin de vie, qui sont en pâte mécanique, mais qui sont en fin de vie. Alors, est-ce que tous les papiers en fin de vie nous posent problème, ou est-ce qu'on va arriver quand même à en renforcer certains ? C'est ce qu'on a essayé de voir. Donc ça, c'est le doctorat de Nathan, en utilisant donc dans une collection de journaux qui nous a été donnée par la BNF, une collection donc, qui va de 1900 qui couvre quelques décennies. On a choisi parmi ces échantillons, je vais parler de ça tout de suite, différents types de papier, parce que c'est le même journal, mais les pattes sont différentes. Donc, c'est pas parce que c'est le même journal que ça va toujours être la même fabrication. En fait, les fabricants utilisent différentes pâtes. Donc là, pour celui de 1911, on avait une pâte chimique blanchie de bisulfite et de résineux, donc classique. Donc il n'y a pas de lignine, mais par contre, il y a de l'encollage à l'incolophane. Les 2 autres, 1920-1923, ben, c'est tous les 2 des mélanges de pâte mécanique et de chimique, avec même un peu de paille. Donc là, il y a de la lignine. Et la raison pour laquelle on les a choisis, c'est que le papier donc, de pâte chimique
de bisulfite ici est très dégradé. On voit que le nombre de double plis est très très faible, mais c'est de la pâte bisulfite. Et il est ici le deuxième, il est un peu dans le même état de dégradation que le premier, sauf que celui-là, il y a de la pâte mécanique. Et le troisième, c'est de la pâte mécanique, mais il n'est pas aussi dégradé. Il est à 20 double plis, donc c'est quand même raisonnable. Donc quand on traite ces papiers, en fait, on s'aperçoit qu'on arrive bien à renforcer la pâte chimique blanchie, bien que ce soit un papier acide et qu'il soit très dégradé. On arrive bien à renforcer celui qui a la pâte mécanique, mais qui n'est pas en fin de vie. Mais en revanche, effectivement, le problème, c'est la présence de lignine en grande quantité et le problème de la résistance mécanique initiale qui est très très faible. On n'arrive pas encore à remonter la résistance de ces papiers-là. Alors il y a d'autres critères aussi, évidemment le renforcement c'est notre focus, on va dire, mais à côté il faut quand même penser aux critères qui sont les critères de lisibilité. On sait que le traitement fait que le papier devient un petit peu plus jaune, on a un jaunissement. Bon, c'est ce qu'on observe aussi en désacidification de masse souvent, donc c'est pas les archivistes, en tout cas ceux auxquels on a parlé, considère que ce n'est pas un problème rédhibitoire à partir du moment où c'est l'information qui prime. En tout cas, chez les archivistes, c'est l'information qui est importante. Donc, on n'a pas un jaunissement tel qu'on n'arrive plus à lire le document, on ne peut pas le numériser. On a une légère perte d'opacité selon les papiers. Par exemple, ici, c'est des papiers des archives départementales de Seine-Maritime, qui sont des papiers pelures, et ce sont ceux qui, pour eux, sont importants à renforcer parce que ce sont des papiers très fragiles, très fins et de l'époque. Donc oui, ils peuvent être en pâte mécanique ou en pâte de coton, ça dépend, mais c'est des papiers très très fragiles. Donc dans ces cas-là, on a une petite perte d'opacité, mais souvent ces papiers sont imprimés ou tu n'as pas la machine que d'un côté. De toute façon, ils sont très fins et donc on n'a pas de transvision en tout cas pour les journaux, et pour ces papiers-là, on a une petite perte d'opacité qui n'est pas non plus un gros problème. Pour les encres, on s'est aperçu les encres tiennent bien. Donc, quand on fait ce traitement en immersion ou en vaporisation, on n'a finalement pas de problème avec les encres. Elles restent soit des encres manuscrites, que ce soit des encres de tampon, les encres tapuscrites. On n'a pas vu en fait de bavure des encres par le traitement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça, c'est aussi des documents des AD de Seine-Maritime. Un point aussi intéressant, donc qu'on ne recherchait pas forcément au départ, mais dont on s'est aperçu, c'est que ce sont des propriétés qui sont fongistatiques. C'est-à-dire que ici, je vous ai mis des images parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, malheureusement, c'est les inondations. Dans les archives, ici j'ai mis deux images que j'ai trouvées sur Internet. Les AD de la Vendée, donc assez récemment, quand il y a eu la tempête, je ne sais plus comment ça s'appelait, et qui a donc, dans les AD, donc ce qu'on voit par terre, c'est de l'eau. C'est pas juste le plancher qui est super bien ciré, non, c'est de l'eau. C'est inondé. Mais ils ont réagi rapidement. Ils ont fait appel au CIAF, je pense, et ils ont réagi rapidement. Ils ont asséché l'atmosphère et les dégâts étaient assez maîtrisés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et par exemple, dans les AD du Var, en juin 2010, pareil, inondation, il y a eu 3500 registres inondés qui sont restés donc, comme ça, inondés, et tout de suite, donc, la moisissure commence à se développer de façon très, très... Si on n'agit pas très, très rapidement, la moisissure se développe très rapidement. Et donc l'avantage, un des avantages aussi du procédé, c'est que ici, c'est des boîtes de pétri. C'est notre microbiologiste qui a fait les essais. Donc elle a inoculé sur une boîte de pétri, sur un médium en fait, d'agar, je pense, ou autre, des spores de deux moisissures qu'on trouve souvent dans les archives, qui sont du genre Penicillium et Aspergillus. Et elle a mis au milieu un morceau de papier, donc de haut en bas, non traité, et puis avec des proportions de traitement, une concentration plus importante.
Elle a incubé, donc elle a laissé pousser. Et en fait, on s'est aperçu que celui où il y avait la concentration plus importante, qui est en fait pas si importante que ça, parce que c'est finalement moins que ce qu'on met d'habitude, c'est à peu près 6%, alors que d'habitude on met 10%, ben, ça a vraiment une activité fongistatique. En fait, les champignons ne se développent pas sur ce papier-là. Donc c'est un point, en tout cas, si ça peut être anecdotique, c'est quand même intéressant. C'est une qualité en tout cas intéressante du traitement. Voilà, alors j'allais terminer, on va dire, sur les avancées des travaux, puisque donc j'ai dit au début, hein, c'est des travaux, surtout des travaux de thèse, des travaux de postdoc. Donc pour résumer un petit peu ce qui a été fait, en tout cas depuis 2010, dans le postdoc de Ziad Sougir et la thèse de Camille Piovesan, ça a été d'abord d'établir des formulations, ce qui est quand même assez long à faire. Et finalement, on s'est aperçu qu'on avait un système qui était assez versatile, en ce sens où on pouvait vraiment choisir et, comme les Anglais disent, tailor-made, notre traitement, le faire vraiment à façon, selon le type de papier, qui est plus ou moins dégradé, avec des homopolymères, donc qui font des polymères linéaires qui vont être un petit peu moins efficaces, mais qui sont, en tout cas pour les papiers très dégradés, mais efficaces dans le cas où les papiers sont moins dégradés, ou des copolymères. Et on peut mélanger, on peut adapter la concentration de la façon qu'on veut un petit peu. La désacidification est toujours efficace. Le renforcement mécanique, on a vu qu'on avait une variabilité hein, selon l'état de dégradation et la composition du papier. Donc on a ces deux paramètres. On a fait des essais de stabilité à long terme par des vieillissements accélérés. Donc on s'est aperçu que le traitement effectivement permettait de ralentir la vitesse de dégradation du papier. Donc ça c'est également un point positif. Les propriétés fongistatiques et l'application qui peut se faire finalement en préventif, un peu comme la désacidification de masse. Si on a une résistance au double pli qui est supérieure à 20, on va dire 15-20, on arrive hein, là, à utiliser ça, même, je dis préventif, mais c'est pratiquement, ça devient presque du curatif à ce niveau-là. Et vraiment curatif, mais on n'arrive pas en dessous de 5 double plis. On n'arrive pas encore et je ne sais pas si on y arrivera, mais à redonner en fait au papier de la résistance. Alors actuellement, ce qui nous intéresse plus, c'est qu'au vu des résultats précédents, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui se passe au sein du papier exactement ? On a fait une étude plus phénoménologique, donc on a vu ce qui fonctionnait, hein, on a fait une approche, on va dire, applicative. Et maintenant, on essaie de comprendre mieux, en fait, au niveau moléculaire, ce qui se passe entre les fibres de cellulose et les aminosilanes. Et on fait ça par de la modélisation, donc on prend des molécules modèles qui vont être représentatives de la lignine ou de la cellulose, et on les fait réagir, on regarde notamment en résonance magnétique nucléaire, quelles sont les interactions vraiment entre les molécules. Optimisation du traitement, parce que là on a un problème finalement, on a un problème. On s'est mis la barre peut-être un peu haute, hein, mais on aimerait bien quand même pouvoir trouver une solution. Donc on essaye de voir si en pré-traitant le papier, au départ, soit en le désacidifiant pour éviter qu'on ait des réactions parasites, soit en le réduisant, on peut arriver à optimiser le traitement. On essaye de voir aussi si on peut accélérer la cinétique de polymérisation qui est très très lente à température ambiante en fait. C'est un petit peu le problème. Hein. Finalement, le traitement réagit. Et à long terme, en fait, quand on reprend des papiers qui ont été traités, et ça c'est ce qu'on fait, dans la question de stabilité à long terme, mais en vieillissement naturel, cette fois finalement on a des papiers qui ont été traités il y a 10 ans, donc ils ont déjà un vieillissement naturel qui commence à être intéressant, donc on les reprend, et puis on les reteste, et on regarde comment ils se comportent. Et parfois, on voit que leurs propriétés mécaniques ont augmenté. Donc la polymérisation continue à se faire lentement, in situ, dans les fibres. Et puis l'idée, évidemment, de traiter en masse, qui nous trotte toujours derrière la tête, mais qui est pas notre corps de métier, finalement, de trouver un industriel qui va être intéressé au traitement, mais
Mais voilà, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté, que ce soit en utilisant des solvants déjà utilisés par l'industrie, par exemple, pour faciliter l'intégration en fait, de ces procédés dans les procédés qui existent déjà, pour faire arriver à traiter, à faire une proposition de traitement de masse. Voilà, donc pour terminer, je voulais juste remercier toutes ces personnes, soit les sponsors ou les collaborateurs. Merci beaucoup pour cette conférence tout à fait passionnante et qui nous laisse quelques espoirs. Merci, parce que ce n'était pas évident. Et je pense que ça va induire quelques questions. Monsieur Bansillon. Tout d'abord, merci Madame pour ces travaux remarquables. C'était passionnant de vous entendre. Quel est le coût de ce traitement? C'est la question qu'on pose toujours. Alors, on a à fond des estimations, c'est pas facile, hein, mais c'est pas notre truc non plus. Mais en fait, on avait fait une estimation un peu à la louche il y a quelques années, au tout début, et on était arrivé à un peu le même coût que la désacidification de masse actuelle, qui se trouve autour de 10-15 € le kilo de papier. Donc on était, avec le coût des réactifs, évidemment, c'est une étude qui est vraiment, on n'est pas non plus des marketing, donc, mais grosso modo, on est arrivé à quelque chose qui était de même ordre de grandeur. Vous avez évalué ce que ça représentait pour le traitement des papiers qui étaient dans les bibliothèques? Ah bah, les kilomètres linéaires, il y en a. Après, il faut arriver à convaincre. Et on peut faire ce traitement pour des particuliers, des papiers de particuliers? Bah oui, c'est très. Enfin, après, il faut avoir le. Je vous dis oui, mais je devrais dire non, parce qu'en fait, il faut utiliser quand même un laboratoire avec une haute aspirante et il y a quand même des solvants. Enfin, c'est un. C'est pour savoir si les particuliers peuvent avoir accès à ces techniques. Ah, bah pour l'instant, c'est encore à l'échelle du laboratoire. Hein. Donc, l'idée au départ, c'était aussi de pouvoir, comme les traitements de masse proposent aussi des fois des sprays. En fait, on peut acheter le spray Bookkeeper et le spray Paper Save et le spray pour faire chez soi. De la même façon, on s'est dit, nous aussi, hein, on peut mettre le produit de la même façon qu'on fait de la vaporisation, on le met et puis on l'utilise, on spray sur le livre et directement. Donc, c'est l'idée. On peut aussi avoir, par exemple, des crayons, des espèces de feutres qui permettent de savoir si le papier est acide. Exactement. Ou pas. En traçant un trait dessus, voilà. C'est violet si c'est pas acide. Exactement. Ça violet, reste blanc jaune, si c'est... voilà, c'est ça. Je sais que j'en ai un, il doit être tout sec. Mais il sèche vite. Ils en font même maintenant qui ont l'indicateur universel de pH, en fait. Ah, carrément. Qui donne carrément la valeur. Une autre question pratique. Ou plusieurs autres questions. Attendez. Moi, on me reproche de ne pas parler dans le micro. Les papiers permanents. Bonsoir. Vous avez parlé des papiers permanents. Dans quel cadre c'est utilisé les papiers permanents, c'est très utilisé. D'ailleurs, parfois, quand vous achetez des ouvrages, vous regardez au début ou à la fin, il y a le signe infini sur l'une des pages. Ça veut dire que c'est imprimé sur du papier permanent. Ça veut dire que c'est du papier qui est en accord avec la norme ISO 9706, c'est-à-dire qu'il a un certain pH, qu'il a une certaine réserve alcaline, qu'il est fait avec une pâte qui n'a pas de lignine. Donc c'est de la pâte chimique mais blanchie, de la pâte chiffon, mais en tout cas blanchie sans lignine. Il y a tout un tas de critères comme ça qui sont les critères de permanence et de durabilité, de permanence. C'est des groupes de travail, de normalisation qui travaillent sur ces questions. Et beaucoup de documents gouvernementaux, en tout cas administratifs importants, sont maintenant imprimés sur des papiers permanents. Donc c'est ce petit signe, parfois c'est en filigrane, ça peut être en filigrane aussi, dans les papiers, vous voyez. Il faut faire du blanchiment. Donc, pour les pâtes chimiques, on enlève donc la majeure partie, ce qui part facilement, 90% part facilement. Alors que ce soit en la solubilisant dans les procédés au bisulfite, en fait, on la solubilise en faisant un sel, en fait, en faisant réagir l'acide, on va la solubiliser facilement. Dans les procédés Kraft, c'est différent, on va la casser
en morceaux, parce que c'est un polymère aussi. Donc on va la casser en morceaux pour l'extraire, mais parfois il reste, à la fin, c'est les petits pourcentages qui restent, les 5% qui font que la pâte est brune, parce que ça a été transformé. Donc là, il faut blanchir, on utilise des produits chimiques de blanchiment industriel, peroxyde d'hydrogène. Maintenant, on commence à utiliser l'ozone, la chlorite. C'est tous les procédés qui sont... L'industrie papetière est très, très active dans ces domaines encore de blanchiment, que ce soit pour recycler les effluents, pour éviter des rejets trop polluants. Donc, ils mettent au point beaucoup de nouvelles méthodologies pour blanchir efficacement, pour avoir des papiers de qualité impression, donc avoir un degré de blanchiment suffisamment important, mais sans polluer. Parce que l'industrie papetière est réputée pour être très polluante. Enfin, était réputée pour être très polluante. Et de moins en moins. En tout cas, ils ont des pressions environnementales qui sont très, très importantes. C'est une des industries en fait, qui fait le plus d'efforts, je pense. Enfin, peut-être pas la plus, mais qui fait beaucoup d'efforts pour avoir pour être écologique. Donc tout ça, c'est des procédés industriels, mais pour préserver des papiers artistiques, si un peintre, par exemple, contrecolle une feuille de papier, maroufle une feuille de papier sur une toile, il peint sur le papier et il lui arrive aussi d'appliquer des traitements, d'abord des colles qui peuvent dégrader le papier. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ça, c'est des cas compliqués. Parce que là, on a pourtant, des œuvres... Les œuvres coûtent plus cher qu'un livre. Un livre coûte quelques euros. Une œuvre d'art peut valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros très facilement. Oui. Alors, il y a ça dépend des colles qu'on utilise. Il y a des colles qui sont quand même des éthers cellulosiques, par exemple, qui sont des dérivés de cellulose, que les restaurateurs utilisent beaucoup en restauration de papier. Maroufler sur une toile, ça dépend vraiment de ce que l'artiste va utiliser. S'il utilise une colle à bois, par exemple, c'est pas idéal, parce que là, par contre, il peut y avoir beaucoup d'acide acétique dans les colles à bois, ça sent d'ailleurs. Et ça va favoriser la dégradation du papier. Mais ça, c'est des exigences. Parfois, il y a des artistes, et beaucoup d'artistes qui se préoccupent de plus en plus en fait, de ces questions de durabilité de leurs œuvres et qui vont rechercher des matériaux. Et il y en a, parce que surtout dans tous les produits de conservation, il y a des matériaux qui sont spécifiquement faits pour éviter ça. Donc c'est une préoccupation, je pense, qui n'est pas étrangère à de nombreux artistes. Ah ouais. Où, pardon ? Alors le blanc d'œuf, c'est une protéine, je sais pas, j'ai pas trop d'informations dessus. C'est pour avoir une surface brillante ou... Ouais, mais la colophane, c'est notoire, on sait, ça a été utilisé comme agent d'encollage. Enfin, c'est la colophane, mais c'est aussi beaucoup l'alun, parce que l'alun qu'on met pour accrocher la colophane dans les fibres, pour précipiter la colophane dans les fibres, parce que naturellement, elle ne s'accrocherait pas dans les fibres, c'est l'alun en fait, qui est ce sel qui s'hydrolyse et qui fait de l'acidité. Et quand il y en a trop, il y en a plus que nécessaire pour lier la colophane à la fibre, en fait, ça fait de l'acidité libre. Et c'est le problème, c'est presque plus l'alun que la colophane. Le problème, bien que la colophane, c'est un problème aussi, mais il faut quand même penser que les encollages, je sais pas, il y a 1 ou 2% dans le papier. C'est pas non plus, c'est pas tant que ça dans les fibres. Ça reste en surface. Donc c'est vraiment plutôt le problème, c'est vraiment plutôt l'alun. C'est à moi, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. On trouve au 16e, 17e des papiers qui sont extrêmement marrons, bien que pas du tout à base bois. Et ces papiers ont gardé ils ont conservé leur propriété mécanique. Ils ne cassent pas. Oui, si c'est des papiers chiffons à ce moment-là.
Oui, ce Les sont des papiers papiers chiffons chiffons, qui ouais, sont, oui, mais ils qui peuvent sont être, extrêmement ils peuvent marrons. être très marrons. S'ils sont exposés à la lumière trop longtemps, ou non, s'ils ont effectivement, parfois ça a été aussi encollé à la colophane. Il y a des exemples, enfin, surtout vers le 19e siècle, même si c'était des papiers chiffons, où on pouvait parfois en coller avec des produits autres que la gélatine. Donc parfois c'est ça qui fait aussi que certains papiers jaunissent, ou alors c'est parfois des réactions avec la gélatine qui jaunit le papier. La conservation, s'il a été exposé à des conditions de conservation qui sont mauvaises, en fait, parfois les moisissures ou ce qu'on appelle le foxing. Les foxing, c'est ces petites piqûres rousses dans le papier qui se développent. On ne sait pas très bien les attribuer exactement encore, mais qui se développent sur certains papiers, enfin qu'on voit dans les papiers anciens, qui peuvent faire des plages brunes assez importantes. Mais effectivement, ça peut être... les fibres sont... Ça dépend vraiment de la qualité de la fibre. Si la fibre de chiffon, de lin ou de chanvre est encore suffisamment résistante, même si le papier est brun, le papier est quand même résistant. Évidemment, esthétiquement, c'est peut-être pas très satisfaisant, mais en tout cas, c'est pas les mêmes états de dégradation qu'il y a dans les papiers de pâte mécanique qui sont vraiment très très acides. Bonsoir. Je me demandais par rapport à ce qu'on appelle le papier calque. On en trouve souvent au 19e avec des dessins d'architecture et savoir comment le conserver, si c'est assez solide ou... Le papier calque, c'est compliqué parce que ça dépend comment c'est fait en fait. Si c'est des procédés mécaniques qui font que le papier est rendu translucide ou si c'est des procédés chimiques. Souvent, si c'est des procédés chimiques, ça va être on fait fondre des fibres et on les écrase et on les rend translucides. Et là, il y a parfois des résidus chimiques qui restent dans le papier. Et là, c'est les procédés de dégradation que j'ai montrés qui vont s'enclencher. D'autres papiers calques, c'est plus des procédés plutôt mécaniques d'écrasement. Et à ce moment-là, c'est moins un problème. C'est des pâtes qui se conservent comme des pâtes chimiques blanchies. Après, les problèmes des calques, c'est qu'on ne peut pas vraiment les traiter avec de l'eau. Parce qu'on va risquer de plus avoir... Surtout si c'est des plans architecturaux. De puis avoir les mêmes échelles parce que le papier se dilate et il va réagir beaucoup à l'humidité. Donc il faut les conserver, dans les bonnes conditions, dans des températures humidité, dans des pochettes non acides, voire alcalines. Et éviter de multiplier en fait les conditions de dégradation. Est-ce que le niveau de votre recherche est bien avancé et est-ce que vous êtes comparé avec ce qui existe à l'étranger où en est-on dans le monde, j'allais dire, au niveau de cette recherche? En fait, oui, mais c'est une bonne question parce qu'en recherche, on est forcément au courant, on essaye de savoir ce qui se fait ailleurs. Mais quand on a commencé, rien. En fait, on a commencé parce que justement, on a trouvé une niche là où il se faisait rien. Donc on s'est dit on va se lancer là-dedans avec cette chimie-là. Maintenant, on commence à avoir quelques autres propositions aussi un peu sur la même chimie, mais un petit peu différent. Mais c'est encore au niveau, on va dire encore un peu plus en aval que nous, parce qu'on ça en est encore au modèle expérimental, on va dire. Ils testent des papiers modèles, des choses comme ça. Ils ont moins en fait de données qu'on n'a pas tout publié non plus. Ils en ont peut-être plus qu'ils n'ont pas publié. Moi, je ne peux pas savoir ce qui est pas visible dans les publications. Mais en fait, on est un peu les seuls. En fait. Il y a eu quelques essais dans les années 80 avec des polymères, notamment en Angleterre, à la Bibliothèque nationale. Ils essaient de copolymériser des acryliques dans le papier.
Et en fait, c'est de la polymérisation radicalaire. Donc il fallait exposer à l'énergie des rayons X, je ne sais plus quelle énergie il fallait exposer. Et en fait, le papier, ce faisant, se dégradait beaucoup pour pouvoir arriver à... Donc c'était vraiment pas du tout applicable. Il y a eu quelques autres essais au Canada avec un polymère qui s'appelle le parilène, qui est plutôt ça forme un film en surface du papier. En fait, ça le fragilisait, c'était pas idéal parce que ça a tendance à encapsuler le papier, donc ça veut dire que les fibres ne respirent plus. Donc toute l'acidité qui est produite, en fait, elle reste à l'intérieur et elle autocatalyse la dégradation. Donc c'était pas non plus des solutions idéales. Il y a eu comme ça quelques propositions, mais qui n'ont jamais vraiment abouti. Donc je pense, sans vouloir promouvoir ce qu'on fait, mais bon, on n'a pas vraiment on est un petit peu les seuls, oui. Une question au point de vue des budgets, pour rejaillir sur la question du premier rang tout à l'heure. Est-ce que votre recherche n'entre pas en concurrence avec les budgets de numérisation? C'est-à-dire, certaines grosses sociétés s'étant lancées dans la numérisation, d'un côté, ils peuvent être intéressés à la marge par vos recherches pour permettre la numérisation des documents dégradés. Mais si les budgets viennent en concurrence de tous les documents manipulables qu'ils ont envie de numériser, il doit y avoir quelques conflits, non? On n'en est pas encore là, parce que les industriels ne sont pas encore intéressés. Mais c'est deux choses différentes, en fait. Moi, je vois la numérisation comme... c'est complémentaire. Parce que la conservation matérielle, c'est important. Quand on n'a plus le document, on l'a plus et on ne pourra plus rien numériser. Donc de toute façon, c'est pas... Ça peut effectivement entrer on peut le voir comme ça, mais je pense que c'est plus intéressant de voir comme quelque chose qui aide, en fait, qui est une solution en plus. On ne peut pas remplacer. La dématérialisation, c'est vraiment pour l'accès, c'est pour le public, c'est autre chose. Mais dans une époque de gestionnaire, il y a des arbitrages qui peuvent... les budgets sont fixes. Ça, c'est sûr. À la BNF, c'est pareil. Ils ont des budgets de numérisation et ce n'est pas ceux de la désertification. J'avais une deuxième question à propos de la polymérisation. Donc, vous avez bien précisé qu'elle se poursuit. Oui. Et ma question, c'est quelle interaction il peut y avoir avec l'atmosphère dans laquelle est le document? C'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire, est-ce que dans certaines atmosphères, il peut y avoir frein de la poursuite de la polymérisation, ou inversement, est-ce que la polymérisation de beaucoup de documents, si on mettait en place massivement, pourrait générer dans l'atmosphère des archives des effets que l'on n'a pas encore repérés? Peut-être. En fait, dans un des composés que j'ai montré, la M, pour polymériser, il faut qu'il libère de l'éthanol. Donc il y a d'abord une hydrolyse, donc il y a besoin d'eau, en fait. Mais l'eau qu'il y a dans le papier suffit. Et l'eau de l'atmosphère suffit à la polymérisation. Mais il va dégager de l'éthanol. Bon, l'éthanol, ce n'est pas trop toxique. Ça va, on essaye de ne pas utiliser ceux qui vont dégager du méthanol, par exemple. Ça existe aussi. Mais c'est rapide, ça. L'étape d'hydrolyse qui va dégager l'éthanol est très, très rapide. Maintenant, si on imagine qu'on met le papier dans une boîte de conserve, ça se peut que le dégagement d'éthanol, c'est une réaction qui est en équilibre. Donc, s'il y a trop d'éthanol, ça va freiner la réaction suivante, qui est la polycondensation, parce qu'il y a trop d'éthanol, donc ça va avoir tendance à aller dans l'autre sens, sa réaction. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on laisse sécher les documents à l'air, donc l'éthanol s'évapore rapidement. On ne peut pas parler polymérisation dans l'absolu, parce qu'il y a plusieurs méthodes de polymérisation, suivant que c'est radicalaire, anionique, cationique, etc., ce ne sera pas les mêmes inhibiteurs ou les mêmes catalyseurs. Donc si c'est radicalaire, l'oxygène va être mauvais. Voilà. Si c'est cationique ou anionique, ça va dépendre du pH, donc c'est difficile de donner une réponse générale. Ouais. Dans notre cas, c'est peu probable.
Excusez-moi, est-ce que vous avez pensé au problème du brevetage de ces inventions? Est-ce que vous avez déposé suffisamment de brevets? On a essayé. C'est vrai qu'on n'a pas la culture de brevet. On devrait avoir plus la culture des brevets. On l'a pas tellement, mais on a essayé de breveter. Alors le problème, c'est qu'on avait déjà beaucoup publié. Et ça, quand on brevette, c'est pas bon, parce que si c'est déjà publié, c'est pas brevetable. Donc on a essayé de breveter on a essayé de jouer sur une formulation qui n'avait pas encore été publiée. Ça aurait pu fonctionner. D'ailleurs, il y avait toutes les chances la première étape du brevetage est passée. Donc, on a été accompagné pour ça par une SAT. C'est les organismes qui aident les chercheurs en fait à passer l'étape de commercialisation. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, en fait, la SAT, donc qui fait aussi une étude de marché, a trouvé que le marché était trop petit. Et l'intérêt, en fait, ils avaient contacté donc les personnes qui font de la désacidification de masse aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. Ils ont eu quelques réponses, mais très très frileuses. Donc ils se sont dit, le marché n'est pas assez grand. Le marché, on peut le breveter, mais on ne va pas mettre de l'argent en fait parce que le marché est trop petit. Voilà, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du brevet à cause de ça. Mais bon, il y avait aussi une entreprise qui s'appelle Stools, qui fait des produits pour la conservation, qui était intéressée par le spray, par exemple, qu'on puisse utiliser le procédé comme un vaporisateur. Mais finalement, ils n'ont pas non plus poussé tellement. Ils avaient un problème alors avec leur produit de désacidification qu'ils vendent d'habitude, qui était plus produit. Donc ça s'insérait bien à ce moment-là. Puis je pense qu'ils ont réglé leurs problèmes différemment et voilà, et ça s'est pas fait, mais c'est pas évident en fait d'accrocher ces marchés parce que même la désacidification, c'est pas non plus accepté, bien que c'est prouvé que ça fonctionne. Toutes les bibliothèques n'en font pas. En Angleterre notamment, ils sont contre la désacidification. Ils en font en Allemagne, en Suisse, en France, on sous-traite en fait parce qu'on n'a plus vraiment de procédés. On en fait sur certaines collections, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on fait systématiquement, comme les pays du Nord, par exemple. Les Nordiques aussi, les Scandinaves en font. Ils ont pris le taureau par les cornes et ils en font, mais c'est pas encore non plus complètement accepté. C'est très très lent en fait dans ces milieux de changer, de proposer des nouvelles choses. C'est toujours le problème, c'est toujours la question qu'on a, c'est oui, mais dans 50 ans, dans 100 ans, il va être comment le papier? On fait ce qu'on peut pour savoir, on fait tout ce qu'on peut pour avoir des réponses, mais c'est toujours c'est une question à laquelle on ne peut pas totalement répondre. Il y a des fois où c'est une mauvaise chose de breveter. Chez Michelin, on vous dira qu'on ne brevette jamais, parce que pour breveter, on est obligé de donner une partie du secret. Et ça peut donner des idées aux autres. Donc c'est le problème de breveter. Et puis breveter très en avance, c'est toujours un problème, parce que malheureusement, on vous a dit qu'il n'y a pas de marché, mais qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, il n'y aura pas de marché et que le brevet aurait été encore valable, puisqu'un brevet, c'est 20 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Une autre question? Je voulais savoir, j'ai toujours été très étonnée par la qualité et puis vous savez, des papiers, des livres Pléiade, la collection Pléiade. Et, le papier. Pour obtenir ce type de papier, qu'on fait quoi? Enfin, la Pléiade, je pense que c'est des papiers c'est des papiers coton, c'est des papiers de fibres très longues. Donc même s'ils sont très très fins, ils ont une résistance parce que les fibres sont très longues. Mais c'est des papiers c'est quoi? C'est 10 grammes par mètre. Enfin, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 grammes par mètre carré, le papier Pléiade. Puis mais c'est des papiers de très bonne qualité pour pouvoir être suffisamment fins mais résistants. Donc les fibres seraient plus longues à l'intérieur? C'est le choix en fait de la matière première. Le choix de prendre des fibres longues
flexibles qui permettent, qui vont bien s'entrelacer, donc pas des pâtes mécaniques, des fibres blanchies, enfin chimiques blanchies ou des fibres de coton pour faire ces papiers-là. Moi, j'aurais une question pour répondre à une très vieille interrogation, un dilemme. Quand j'ai commencé à faire de la reliure, pour mon plaisir, on m'a dit jamais de papier kraft en contact avec le papier, papier chiffon par exemple. Et puis maintenant, on me dit mais le kraft est neutre. Moi, on m'avait toujours dit que le kraft est acide. Alors, où en est-on ? Je pense que kraft, c'est parce qu'on utilise le terme pour beaucoup de choses différentes. Le papier kraft marron à reliure. Oui, voilà. Alors le papier kraft marron, c'est celui effectivement qui n'est pas blanchi. Ouais. Donc c'est celui qui contient la lignine. Maintenant, les pâtes kraft de qualité impression, ça c'est certainement une pâte kraft. Pratiquement tous les papiers, c'est des pâtes kraft, mais ils sont blanchis. Donc il n'y a plus de lignine maintenant. Il y a vraiment que de la cellulose et des hémicelluloses. Donc ça c'est durable. Ah, parce mais que moi, les papiers kraft, effectivement, type enveloppe, là, ils sont pas, effectivement, ils contiennent la lignine. Ils sont une image très restreinte. Pas très kraft, pour moi, c'était le papier d'enveloppe. Oui, ouais, mais le procédé kraft, c'est le même procédé, sauf que dans le papier que vous dites, c'est pas, le procédé n'est pas finalisé. Finalement, on a une pâte écrue qui est très brune, et dans l'autre cas, c'est qu'on purifie, on blanchit, on enlève la lignine complètement. Est-ce que les papiers japonais, par exemple, ont les mêmes problèmes ? Les papiers japonais, en fait, je pense que l'industrialisation a commencé plus tard que chez nous. Ils ont un peu suivi, c'est eux pas les inventeurs, mais les premiers qui ont fabriqué du papier. Puis finalement, ils ont utilisé des pâtes industrielles beaucoup plus tard que nous. Mais les papiers japonais, c'est des fibres végétales, c'est parfois du kozo ou d'autres fibres, mais qui sont très très longues. Très longues. Et moi, c'est parmi les papiers que j'ai eu analysés avec les fibres les plus longues, c'était les papiers japonais, les papiers coréens, les papiers hanji, qui ont vraiment la cellulose et la façon de préparer le papier de façon traditionnelle. Bon, pas maintenant, évidemment, ils ont aussi des façons industrielles de le faire, mais de la façon traditionnelle. Et respecte beaucoup la fibre végétale. Et on retrouve, je parlais des degrés de polymérisation, par exemple, dans des papiers hanji. J'avais 10 fois les valeurs d'un papier chiffon. Donc c'est vraiment des fibres qui sont de très très belle qualité. Et c'est des papiers qu'utilisent beaucoup les restaurateurs parce que justement, ils peuvent faire des papiers très très fins, mais qui ont une résistance, qui sont souples. Donc ils sont vraiment très intéressants pour la restauration. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de restauration, même de cuir, dans les reliures, où on remplace le cuir par du papier japon, par multiples couches de papier japon, parce que c'est très résistant, effectivement. Et après, on les colore. Apparemment, le miroir de la rédemption de l'humain lignage, là, qui vient d'être complètement restauré pour le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, j'oublie toujours la fin. Donc, c'est ce procédé qui a été aussi utilisé et apparemment c'est très efficace. La dame qui a fait la restauration nous en parlera l'année prochaine. Ouais, c'est des papiers très très durables, très très durables. Ouais. Une dernière question pour la route ? Non ? La dernière. J'ai une question très pratico-pratique de restauratrice. Aujourd'hui, si on doit mettre en place le procédé de désacidification. Aujourd'hui, si on doit mettre en place ce procédé de désacidification dans un atelier, quelle est la technique ? C'est-à-dire que c'est un système d'immersion, un peu comme l'hydroxyde de calcium, c'est-à-dire que c'est des bains à 10% dans l'eau. Oui, ça peut être ça. Non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau, on fait ça dans des solvants.
Oui, mais alors quel type de solvant? Alors ça, nous, on utilise, alors parce qu'on a idée effectivement de pouvoir l'utiliser en masse, en grande quantité, on a pris un solvant qui est un solvant utilisé dans les procédés de désacidification de masse, qui est l'hexaméthyldicyloxane, parce que justement, il ne va pas dissoudre les encres, il est peu polaire, donc il est intéressant vis-à-vis des constituants du papier, il ne va pas extraire des choses. Maintenant, ces composés, on peut les dissoudre dans l'alcool aussi, très bien, et dans l'eau aussi. Mais c'est pas idéal, ça va aller trop vite et ça va donner des choses moins intéressantes. Maintenant, on peut aussi faire tout simplement un spray comme on fait. Il suffit d'avoir il faut quand même être équipé, avoir une petite hotte aspirante ou en tout cas faire ça près de la fenêtre ou cause des vapeurs de solvant. Mais c'est tout, c'est comme un produit, n'importe quel autre produit chimique, c'est pas des composés en soi toxiques ou CMR ou autre. C'est juste, il faut prendre des précautions d'usage, des gants. Et ce qui nécessite un nettoyage derrière, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un premier traitement, puis un nettoyage. Alors c'est vraiment versatile. C'est vrai que nous, comme on s'aperçoit que si, effectivement l'idée de faire un traitement one pot, une opération, donc on prend le papier tel qu'il est, on le met dans la solution, donc on l'a rien fait avant. Idéalement, voilà, si on veut quelque chose de simple, c'est ça qu'il faut. Mais ça n'empêche pas de nettoyer avant, de laver, de dépoussiérer. Tout ça, ça ne peut être que bénéfique, finalement. C'est juste que en plus, ça ne peut pas se faire en masse, ça. Mais au niveau d'un atelier de restauration, ça peut très bien se faire. Et on s'aperçoit que certaines réactions parasites ont lieu justement parce qu'on a beaucoup d'acide dans le papier. Donc, en fait, dès qu'on met le produit, toute la réserve alcaline, donc l'alcali qu'on met, il va tout de suite être consommé, en fait. Donc ce serait plus intéressant de d'abord juste neutraliser et après mettre le produit. Comme ça, au moins, on laisse plus de produits actifs pour le futur. Donc tout ça, ça ne peut être que bénéfique, mais c'est des actions qui ne peuvent se faire qu'à l'échelle d'un atelier de restauration, pas en masse. Justement, à propos de particules et autres impuretés, j'avais cru comprendre que le foxing, c'était effectivement de l'oxydation en forme de taches, mais qui se produit à partir de microparticules de fer. Ça, c'est un type de foxing, effectivement. Alors, ça va être le foxing de type oxydation métallique, où on a une petite inclusion qui est due à la fabrication du papier. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi du foxing où on retrouve systématiquement des structures morphologiques fongiques. Alors, on ne sait pas si c'est opportuniste, c'est-à-dire que l'étant déjà relativement oxydé, le champignon, en fait, il a déjà la matière prédigérée, donc il va venir s'installer, ou si c'est de la faux la poule, ou si c'est le contraire, si c'est le champignon qui s'installait, qui a commencé à digérer, et du coup, on a cette coloration. Mais on n'arrive pas en fait à mettre en culture, à faire en mettre en culture, c'est les structures qu'on trouve dans le foxing. Systématiquement, c'est pas vivant. C'est des structures fongiques, mais qui ne sont pas vivantes en fait. C'est un peu particulier le foxing. On n'a pas encore solutionné la question. Pour revenir sur ce que vous avez dit, avoir une petite hotte portative, c'est pas très cher dans quelque chose qui n'est pas un laboratoire en fait. Petite hotte. C'est pas excessivement cher, mais il vaut mieux en avoir une quand même. Ouais. Moi, j'ai fait mes études en mélangeant n'importe quoi dans des salles de travaux pratiques. Je ne sais pas pourquoi j'en suis sorti. Franchement, je ne sais pas comment j'en ai réchappé. Mais c'était dans les années 60. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Et à la prochaine. La prochaine, je ne sais plus, c'est